Les débuts de l'e-sport, c'était ça. Des nerds enfermés dans leur chambre, qui ne connaissent pas l'hygiène et jouent aux jeux vidéo toute la nuit. En fait, non. Le sport électronique, donc le fait de s'affronter sur un jeu vidéo, remonte aux années 70. À l'époque, les jeunes se regroupaient dans les salles d'arcade pour jouer à Pong ou Space War. C'était un phénomène plus que marginal et méconnu du grand public. Au fil des décennies et de l'évolution des technologies digitales, les jeux se sont améliorés et ont attiré de plus en plus de jeunes jusqu'à l'invention d'Internet et de la PlayStation dans les années 90. C'est là qu'on arrive aux nerds enfermés dans leur chambre. Vers les années 2000, où un bon nombre de foyers commençaient à être équipés en ordinateur, l'e-sport passe d'un phénomène marginal à une pratique répandue chez les jeunes. Malgré tout, les rares médias qui en parlent décrivent les jeux vidéo comme une pratique violente qui rend plus agressif. On est très loin de parler de culture et d'e-sport. Mais en parallèle, les premiers événements liés à l'e-sport émergent, comme la Paris Games Week en 2010. Aujourd'hui, les nerds sont sortis de leur chambre, et d'ailleurs ne les appelez plus nerds. En 2025, les champions d'e-sport sont élevés au même rang que les sportifs traditionnels, participant à des événements tout aussi suivis. Pour rappel, l'e-sport dépasse les audiences de l'industrie du cinéma et de la musique réunies, compte 2,3 millions d'e-sportifs amateurs, presque autant que les footballeurs, et 13 millions de consommateurs réguliers. Il y a même des journalistes sportifs spécialisés. C'est pour ça qu'à 20 minutes, on a décidé de vous en dire plus sur l'e-sport. Entrez dans un monde où chaque écran raconte une histoire, où chaque joueur vit une aventure unique. La Paris Games Week 2025 est plus qu'un événement, c'est le reflet d'une industrie qui unit toutes les générations, transforme des passions en métier et s'engage pour les autres, vous le verrez dans cette émission. Suivez-nous au cœur du plus grand rendez-vous gaming de l'année et pour en parler sur notre plateau, deux personnes. Nicolas Vignol, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Paris Games Week. Et puis en face de vous, Kimchi. Merci d'être avec nous, Kimchi. Vous êtes streamer avec plus de 310 000 followers, je crois, sur vos réseaux. On en parlera dans un instant. Évidemment, Paris Games Week, le plus grand rendez-vous de l'année. On vous en dit plus. Aujourd'hui, impossible d'ignorer l'essor de l'e-sport. Ce mot, contraction de électronique et de sport, désigne la pratique compétitive du jeu vidéo. Des millions de joueurs s'affrontent chaque jour sur des titres comme League of Legends, FIFA ou Counter-Strike. Mais au-delà du simple loisir, l'e-sport s'impose peu à peu comme un véritable phénomène social et culturel. Est-ce que vous connaissez l'e-sport? Notre journaliste Hugo Valentin est allé vous poser la question. Ouais, je connais l'e-sport de partout, j'ai vu un peu YouTube et tout. Je connais pas l'e-sport initialement. Alors oui, je connais l'e-sport depuis à peu près 4-5 ans. J'ai découvert l'e-sport grâce aux streamers. Alors écoutez, moi l'e-sport, j'en ai jamais entendu parler. Alors oui, je connais l'e-sport, donc depuis maintenant 5 ans je pense, quand j'ai commencé à jouer à Fortnite en 2020 pendant le confinement. Les réponses montrent bien que l'e-sport est de plus en plus présent dans les conversations, même s'il reste encore un peu flou pour une grande partie du public. Pourtant, son influence grandit, des arènes pleines à craquer, des retransmissions suivies par des millions de spectateurs. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que l'on peut faire de l'e-sport un métier? Vos réponses au micro d'Hugo Valentin. Ça commence à être assez démocratisé. Là, on commence à avoir des transferts, enfin, ils sont payés, ils ont des salaires, des contrats et tout. Donc oui, ça commence à être un métier à part entière. Alors pour moi, oui, c'est comme être youtubeur, c'est comme plein de nouveaux métiers. On peut vivre de l'e-sport, c'est un métier comme un autre. C'est nouveau, il faut le temps que ça se mette en place et que les gens se prennent conscience que c'est un vrai métier, mais bientôt ça va sûrement être reconnu. Alors je pense qu'à notre époque, ça peut devenir un vrai métier. Peut-être que des nouveaux métiers s'ouvrent à cette génération-là, et autant qu'ils en profitent. Sincèrement, non, je pense pas qu'il y a que ce soit un métier d'avenir. Enfin, pour certains peut-être. Ouais. Je pense qu'en plus il y a tellement de jeunes qui vont là-dessus. Je pense pas que ce soit un métier d'avenir. Et ces avis reflètent bien la réalité. Pour certains, l'e-sport est déjà une carrière avec des salaires, des sponsors et des contrats. Et pour d'autres, eh bien, c'est encore un rêve lointain, mais une chose est sûre, l'e-sport n'est plus un simple passe-temps, il s'impose comme un nouvel acteur du monde sportif et économique attirant les jeunes, les marques et les institutions, un phénomène
qui, loin d'être virtuelle, est bien ancrée dans la société d'aujourd'hui. Et je le disais en introduction, il cumule plus de 310 000 followers sur ses plateformes Twitch, YouTube ou encore TikTok. Il joue aux jeux vidéo depuis qu'il est tout petit. Il en a fait son métier. Kimchi est avec nous sur ce plateau. Kimchi, merci d'être avec nous. Merci. Alors, je ne me suis pas trompé, 310 000 followers, c'est ça? C'est sûrement ça. Je regarde pas trop, mais ça C'est vrai, tu regardes pas? Je regarde pas vraiment les stats, mais oui, ça doit être ça. Oui. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te lancer sur Twitch et sur les réseaux? La passion en général. Ouais. J'aime jouer aux jeux vidéo de base et au final, ça s'est un peu professionnalisé, mais c'est vraiment la passion. Ouais. Et ça depuis tout petit? Depuis tout petit. Même si mes parents étaient contre le fait que je joue aux jeux vidéo, depuis tout petit, ouais. Pourquoi ils disaient il faut pas jouer, il faut aller à l'école? Il faut aller à l'école, il faut travailler, comme tout le monde. Et j'ai quand même réussi à jouer pour le peu de temps que j'avais. Ouais. Et en fait, c'est devenu une passion. C'est devenu une passion, mais c'est aussi surtout devenu un métier, du coup. Effectivement. Mais moi, quand j'ai commencé à jouer, c'était pas encore un métier. Ouais. C'est devenu un métier un peu plus tard, mais de toute façon, la passion était déjà là, en fait. La flamme était déjà allumée. T'as pensé à devenir joueur pro? J'ai pensé, mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas le niveau. Et par contre, mon père, lui, me disait, soit tu deviens joueur pro, soit tu travailles à l'école. Ah ouais. Sauf que ça marche pas comme ça, en fait, parce que je peux pas devenir Cristiano Ronaldo en jouant au foot. Donc c'est complètement autre chose. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'être dans le jeu vidéo, dans l'e-sport? On définira bien après ce que c'est. Qu'est-ce que ça t'apporte? Du bonheur. Je Ouais. sais pas, globalement, parce que c'est vraiment c'est ce que j'aime faire en fait dans la vie. J'adore jouer et au final pouvoir en vivre, etc. Enfin, vivre de sa passion, ça rend un homme heureux, donc je suis heureux. Et donc, tu joues en réseau avec d'autres joueurs, c'est ça? Explique-nous comment ça marche. De chez moi, tout simplement, j'ai plusieurs ordinateurs, mais enfin, la plupart des gens ont un ordinateur et qui me permet de jouer et de retranscrire donc ce que je fais sur Internet. Mais la plupart du temps, je joue pas tout seul, je joue avec d'autres personnes où on s'amuse, etc. Et ça montre des moments où on s'amuse sur Internet. Et donc, vous communiquez donc, avec le casque, le micro. Voilà. Et donc, vous jouez vraiment tous ensemble au même moment. Ouais. Et donc, il y a des stratégies qui se mettent en place, c'est ça? C'est ça. Waouh, Tout est coordonné. Ah oui, il y a une vraie coordination Oui. dans le jeu. Est-ce que tu as eu des opportunités grâce au stream que tu fais? Plein d'opportunités de marques ou d'événements où je suis invité à des événements, etc. Récemment, il y a eu les Champions de Valorant qui sont les Worlds, donc la coupe mondiale du jeu Valorant, qui était à Paris cette année. Et du coup, j'ai eu la chance d'être invité en tant qu'influenceur. Ouais. Et c'est comment dire, c'est magique. Ouais. Et donc, toi, tu gagnes de l'argent. Est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent pour que tu puisses en vivre au quotidien, ou est-ce que tu as besoin de faire d'autres boulots à côté? Est-ce que le jeu vidéo, c'est ta principale source de revenus? Alors, j'ai commencé à 5 ans et pendant 4 ans, je crée du contenu le soir, un peu le soir, et je travaille à mi-temps dans la restauration. D'accord. Mais je faisais ça juste par passion en fait, et je ne savais pas quoi faire de ma vie exactement, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans ça. Et au final, ça fait un peu plus d'1 an où je peux complètement en vivre et j'ai arrêté de travailler à côté, etc. Donc c'est devenu mon travail à temps plein. Ouais. On a le droit de dire un chiffre ou pas? Une fourchette? Combien on peut gagner quand on fait ce métier? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend des créateurs de contenu. Moi, je vais vous donner une fourche plutôt. Je suis entre minimum 2 000 par mois. Ça peut aller à plus de 10 000 par mois. Ça dépend vraiment de ce qu'on crée, du nombre de followers qu'on a, de l'engagement, j'imagine. De l'engagement énormément, et aussi des sponsors, des marques, plein de facteurs en fait, et ça dépend, plein de choses. C'est important cette notion, parce qu'il ne faut pas se dire tiens, je vais me lancer dans le jeu vidéo pour gagner des milliers et des milliers d'euros. Enfin, il faut être sensibilisé à ça aussi. Oui, c'est impossible. Enfin, de mon point de vue, c'est impossible de réussir si on part du principe qu'on veut faire ce métier pour l'argent ou pour les statistiques. Faut que ça parte d'une passion, parce que en fait, c'est extrêmement dur comme travail, mais en termes de temps de travail. C'est-à-dire qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de temps de repos, on travaille tout le temps, même quand on est chez soi, tout le temps. Donc si c'est vraiment juste un travail, on ne peut pas tenir en fait. Et comment tu te prépares à ça? Est-ce que tu as la même rigueur, par exemple, qu'un athlète? Tu parlais de Ronaldo tout à l'heure. Est-ce que tu as la même rigueur dans la préparation?
Je suis pas joueur professionnel. Joueur professionnel, j'aurais dû m'entraîner tous les jours, être extrêmement dur, etc. Moi, vu que je suis créateur de contenu, ce que je fais, c'est plutôt de la recherche. Donc, ce qui pourrait fonctionner sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait plaire à ma communauté ou amener d'autres personnes, etc. Donc, le travail est différent. Et c'est plutôt un travail de créativité que de performance, entre guillemets. Aujourd'hui, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ce métier et si oui, lesquelles? Des difficultés dans Alors, quel sens? on dit qu'il y a des difficultés dans tous les métiers. Toi, est-ce que dans le tien, il y a des difficultés ou vraiment c'est vraiment de la passion et c'est que du bonheur à 100%? C'est que du bonheur, Ok. mais la seule difficulté, c'est des fois, j'ai je sais pas pourquoi, mais ma box internet, elle crache. Du coup, je peux pas travailler en fait. Quand j'ai pas internet, je peux pas travailler. C'est la seule difficulté, ouais. Non, mais ça, c'est vrai, parce qu'on en parlera tout à l'heure, parce que sur la Paris Games Week, et c'est pareil, dans les grandes compètes, il faut du réseau Internet, parce que le moindre petit Ouais. grain de sable, ça fait tout planter. Ah Donc, oui. ça, c'est hyper important. On parlait d'entraînement, justement. Eh bien, derrière l'écran, quand on joue aux jeux vidéo, il y a de la stratégie, on l'a dit, il y a de la cohésion, et il y a des heures d'entraînement. Eh bien, justement, Guizzi, c'est un jeune passionné qui a fondé sa propre équipe d'e-sport avec ses joueurs et son coach. Il s'entraîne comme dans n'importe quelle discipline sportive avec rigueur et ambition. Alors, comment se prépare-t-on à la compétition virtuelle et comment fonctionne une équipe d'e-sport? Reportage signé Hugo Valentin. Bienvenue tout le monde. Rentrez, je vous en prie, bienvenue chez moi. Lui, c'est Andreas, alias Guizzi. En mai, il a lancé les Héros du Clavier, son équipe d'e-sport amateur. À 5, il joue à Counter-Strike, un jeu en ligne où le but est d'éliminer l'équipe adverse. Je commence avec 2 potes à moi. Le but, c'est de construire une équipe d'amateurs, mais de faire genre qu'on est dans des conditions professionnelles, dont un bootcamp, dont un coach, dont franchement plein de choses qu'on met en place pour faire genre on est des professionnels. Et en fait, c'est ça, en recrutant les 2 joueurs et le coach, on a pris des gens d'expérience qui avaient déjà des dizaines de milliers d'heures de jeu pour le coup. L'idée, c'était de se conditionner et de amateur, pas passer à professionnel, mais de jouer comme des professionnels, du moins dans les conditions. Nous, contre des professionnels, c'est un niveau inimaginable, vraiment, ça n'a rien à voir. Même si on peut paraître bon, voire très bon, eux, en fait, ils sont incroyables, vraiment, je te jure, ils sont incroyables. Il y a un écart de fou. Ouais, il vous a casqué tous les deux. Hein. Pas très fort. Hein. Il est dû rater quand même. Et ils s'entraînent justement, à distance ou chez Guizzi lors de bootcamp, pour perfectionner leur technique et surtout la communication au sein de l'équipe. Oui, c'est ça Andreas, c'est ça mon gars. Le but, prendre encore plus de niveau pour participer et gagner des LAN, leur objectif ultime. Les Héros du Clavier en ont déjà fait une en juillet dernier, il leur reste une bonne marge de progression avant d'en refaire une deuxième d'ici l'année prochaine. En attendant, on les laisse s'entraîner et on leur souhaite bonne chance. C'est le salon français de référence aux jeux vidéo, à la pop culture et à ses produits dérivés. Rendez-vous incontournable de tous les geeks, mais pas que, vous allez le voir, la Paris Games Week se déroule chaque année, porte de Versailles à Paris, et on a avec nous sur notre plateau Nicolas Vignol, son président. Nicolas, chaque année, la Paris Games Week attire des centaines de milliers de visiteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, de la place du jeu vidéo dans la société aujourd'hui? Oui, la Paris Games Week, c'est le reflet de ce qu'est devenu le jeu vidéo dans la société. Et souvent, on ne le dit pas assez, c'est de très loin le premier média de plusieurs générations, de la génération alpha jusqu'à la génération Z. C'est le premier média de très loin. Ouais. Et ça, on ne le dit pas assez. Que ce soit en termes de pratiquants, parce que parfois on confond 2 choses en termes de pratiquants. Donc il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo partout, je vous le confirme en France, c'est une passion incroyable. 76% des quelques 42 millions de pratiquants en France jouent régulièrement au moins une fois par semaine. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 millions de Français qui jouent au moins une fois par semaine aux jeux vidéo, juste pour donner la mesure. Et puis il y a tout ce qu'on appelle les viewers. Donc ça crée aussi sur Twitch, sur des chaînes dédiées, des parties qu'on peut suivre, non plus en jouant, mais en regardant, soit des gens qui sont très forts, des e-sportifs, soit des gens qui vont commenter de manière très fun cette actualité du jeu vidéo. Donc bref, tout ce média-là, il a une place tout en haut aujourd'hui dans le cœur des Français. Il est important de bien définir cette notion e-sport.
parce que l'e-sport, c'est une partie du jeu vidéo et c'est pas du sport, c'est ça? Oui. C'est un petit peu, je pense que les gens qui connaissent pas, ça peut être un petit peu confusant. Voilà, l'e-sport, ils se disent mais c'est pas vraiment du sport, c'est du jeu vidéo, etc. En fait, l'e-sport, tout simplement, c'est des personnes, joueuses, joueurs, qui vont acquérir de telles compétences, on parle de skills, qu'ils deviennent des stars de leur jeu et qu'on s'est dit, ces gens-là, en fait, sont une formidable vitrine pour tous ces jeux qu'on kiffe. On va les mettre en avant, on va montrer le niveau de performance qu'ils ont et on va organiser des tournois, on va les diffuser online, etc. Donc oui, il y a plein de choses qui rapprochent du sport. Évidemment, des stades remplis, des fans, je pense à la Carmine Corp avec sa Blue Army, c'est des choses que les gens vont découvrir petit à petit. Des shows qui rassemblent, juste pour vous donner un exemple, à Montpellier, il y a eu la Coupe de France de League of Legends, la LFL. Ça, en téléspectateurs uniques, il y avait plus de 200 000 personnes en viewers uniques, et c'est qu'une compétition au niveau France. Voilà, donc c'est des chiffres assez faramineux. Voilà, les IMEA Master Winter, je ne veux pas assommer les gens de chiffres, mais c'est presque 500 000 viewers uniques aussi de cette compétition en ligne. Bref, tout ça pour vous dire que il y a l'e-sport, c'est vraiment une vitrine du jeu vidéo. C'est comme des grands concerts pour l'industrie musicale. C'est des grands shows qui vont donner envie après à des millions de joueuses ou de joueurs de se dire tiens, je vais m'y mettre, je vais jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment une vitrine, quoi. Donc la Paris Games Week, finalement, que je sois hyper passionné d'e-sport ou simplement joueur de jeux vidéo, je vais trouver quelque chose à faire à la Paris Games Week. C'est quoi la promesse de la Paris Games Week? Des nuls comme moi à certains jeux, moi n'en parlez pas. qui prennent des raclés à Mario Striker par leurs enfants ou à d'autres jeux, peuvent venir et doivent venir à la Paris Games Week en fait quelque part pour mieux connaître la diversité des jeux. En fait, ce qu'on propose à la Paris Games Week, c'est surtout de sortir de la croyance qu'il y a un seul ou deux jeux. Oui, il y a Fortnite, oui, il y a Brawl Stars, qui est le jeu phare des cours de récréation, mais il y a aussi plein d'autres jeux. Il y a des jeux vidéo français qu'on montre à la Paris Games Week, de petits studios indés qui vont être promus. Il y a des jeux incroyables, Final Fantasy, des univers de jeux que les fans adorent et qui vont retrouver à la Paris Games Week. Donc en fait, le jeu vidéo, ce qui est génial, c'est que vous venez avec des niveaux de pratique qui sont très différents. Vous pouvez être un casual gamer, comme on dit, un joueur du dimanche, quoi, entre guillemets. Comme la personne qui fait un petit run, un petit footing et qui court pas très vite, machin, il a toute sa place à la Paris Games Week. Et puis vous avez des scènes géantes, un dôme où il y aura 3900 personnes, le dôme de Paris, Palais des Sports, où on va mettre les meilleures joueuses, les meilleurs joueurs qui vont montrer là par contre du top niveau. Donc c'est tout ça le jeu vidéo. Je vous propose de regarder quelques images puisqu'on a la bande-annonce de la Paris Games Week, c'est tout de suite. C'est un show, la Paris Games Week, finalement. Je viens voir un spectacle si je viens. Parce qu'en plus, on a vu dans le teaser, vous avez des grands noms qui viennent, vous avez des artistes qui s'associent, comme Big Flo et Oli, par exemple. Ça vous permet de faire venir encore plus de monde, de sensibiliser encore plus de monde? Oui, pour être honnête, c'est assez nouveau. On veut vraiment, là, on s'est donné un plan super ambitieux à 5 ans pour rendre ce salon encore plus attractif. Et ça me fait plaisir que vous disiez que c'est un spectacle, un show autant qu'un salon. C'est vraiment la volonté de la Paris Games Week. Voilà, il y a beaucoup de salons dans le monde, Tokyo Game Show, Gamescom, etc. Je pense que la particularité que Paris veut avoir, c'est ce côté très chaud, latin, qu'on a toujours eu. Que les Coréens du Sud aussi, j'ai fait des salons en Corée du Sud, aiment bien aussi. Donc beaucoup de scènes, beaucoup de choses vibrantes, beaucoup de communion, beaucoup de choses en partage, des scènes, et ça on veut vraiment le booster. Et faire venir un public nouveau avec de la musique, ça c'est vraiment une volonté.
Tout à l'heure, je parlais de la place du jeu vidéo dans la société. Parlons un peu des pouvoirs publics. Comment est-ce que vous êtes accompagné par les pouvoirs publics? Quelle est leur implication au quotidien dans ce monde du jeu vidéo? Est-ce que c'est reconnu déjà? Ouais, c'est une bonne question. Franchement, on a un super écosystème en France, faut quand même le dire. Le jeu vidéo, en tout cas, est bien soutenu en France. Il y a vraiment un environnement super favorable. Voilà, pour pas trop compliquer pour les gens, le jeu vidéo, en fait, c'est une œuvre qui est entre le digital, donc le numérique, puisque c'est du logiciel, hein, on fabrique un logiciel, donc c'est de la tech, et de l'artistique, du pur artistique. On va mettre du graphisme, de la musique, c'est une œuvre complexe au sens juridique. Donc on relève du ministère de la Culture, le Centre national du cinéma, qui nous aide énormément, qui a un fonds de soutien aux jeux vidéo, il y a un crédit d'impôt aux jeux vidéo, le budget arrive bientôt normalement, donc on va le défendre. C'est un crédit d'impôt qui marche vachement bien, qui permet à des studios français de lancer leur premier jeu, de développer leur jeu et d'aller à l'international. Il y a un jeu qui cartonne en ce moment, juste un Minimo qui a été aidé par le crédit d'impôt jeux vidéo, qui aujourd'hui est juste le carton absolu, qui est Expédition 33 de Sandfall Interactive. C'est un jeu fantastique qui va être sans doute dans les Game Awards bientôt, dans quelques jours, promu comme le jeu de l'année au niveau mondial. Et ben, c'est le crédit d'impôt jeux vidéo qui l'a aidé à naître. Donc voilà, on a vraiment un soutien du Centre national du cinéma, du crédit d'impôt jeux vidéo, et puis de Bercy de l'autre côté, qui aide le jeu vidéo à se développer. Un mot sur les joueurs. 24% des joueurs de jeux vidéo sont des femmes. Ça veut dire que c'est encore difficilement accessible aux femmes, ou elles n'y trouvent pas leur place, ou c'est pas beaucoup, 24%? Alors, chez les joueurs et les joueuses, donc on est quasiment à 50-50. Chez les joueurs, hein, vraiment les pratiquants. On est 51% d'hommes pour 49% de femmes. C'est une révolution en 25 ans. C'est-à-dire que les femmes ont pris aussi leur place dans le jeu vidéo. Donc on est vraiment à égalité. On ne joue pas au même jeu. Hein. D'ailleurs, quand on regarde, les jeux de sport restent très masculins, les jeux de stratégie, d'aventure sont plus féminins. Mais ça progresse énormément. Et un rayon quand même de soleil dans ce monde-là, c'est que dans notre dernière étude, c'est un truc hallucinant et qui est totalement nouveau dans la Gen Z, donc vraiment cette génération clé dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, il y a 55% de joueuses et 45% de garçons. Donc il y a même une inversion sur certaines tranches d'âge qui sont clés pour le jeu vidéo, dans la Gen Z. Par contre, dans l'industrie, ceux qui travaillent dans le jeu vidéo, on a encore un énorme boulot à faire, puisque comme vous le dites, il y a 24% des gens dont c'est le métier, de créer du jeu vidéo, de développeur à game designer, à narrative designer, tous les métiers du jeu vidéo. On pourra faire une émission là-dessus si vous vous intéressez. Il y a plein de métiers hyper sophistiqués dans le jeu vidéo. Il n'y a que 24% de femmes dans les boîtes de jeux vidéo. Donc là, il y a du boulot. Donc il y a encore un petit peu de boulot. Petit aspect solidarité aussi, parce que c'est pas incompatible, jeux vidéo, solidarité. Il y en a un exemple, et il y en a plusieurs exemples d'ailleurs à la Paris Games Week. Je notais qu'il y avait un stand où vous allez avoir des bornes recyclées à destination, notamment des enfants hospitalisés. Ça aussi, c'est important pour vous de faire en sorte que le jeu vidéo soit accessible à tout le monde. Oui, alors chaque année, en fait, la Paris Games Week, elle a une très longue histoire de montrer comment le jeu vidéo, en fait, c'est même pas de la philanthropie. C'est juste de dire le jeu vidéo, il a une telle place dans la société, voilà le pouvoir du jeu vidéo. Donc on n'est pas du tout comme The Event ou à lever des fonds monstrueux. Par contre, on prend plein d'initiatives chaque année qui popent un peu partout dans le salon, et merci beaucoup du coup d'en parler. On a cette initiative dont vous avez parlé, j'en cite juste deux autres. On a chaque année, qui est un peu différent, mais on accueille la finale du trophée des seniors. Moi je l'adore, c'est un gros carton à la Paris Games Week. C'est quoi le trophée des seniors? Souvent les télés s'y intéressent, etc. En fait, c'est un tournoi qui a lieu toute l'année dans les EHPAD autour d'un jeu de bowling qui s'appelle e-bowling sur Nintendo. Et en fait, la grande finale, elle est sur la grande scène comme une vraie compétition d'e-sport. Et c'est hyper émouvant parce que vous avez tous les gamins de la Paris Games Week qui se donnent rendez-vous. C'est devenu très trendy de voir la finale et ils applaudissent. Et c'est pas moqueur, c'est-à-dire qu'ils applaudissent vraiment des papis et mamies de 90 ans. Donc c'est la force du lien intergénérationnel. Les grands-parents qui sont sur scène, les papis, les mamies sont hyper fiers d'être là. Donc nous, c'est bouleversant à voir. Il faut venir voir parce que souvent, c'est des papis, mamies qui sont hyper émus de vivre ça avec la nouvelle génération. On a ça et puis on réalise les rêves d'enfants malades avec une asso qui s'appelle Rêve. J'en fais une petite promo. Et Rêve, chaque année, on réalise entre 3 et 6 rêves d'enfants malades, donc parfois c'est des enfants en fin de vie qui ont
un rêve qu'ils souhaiteraient réaliser, qu'ils pensent impossible, et ben nous on essaie de se connecter aux grands éditeurs de jeux vidéo, Nintendo, PlayStation, Warner pour Harry Potter, et puis on réalise leurs rêves en disant tu sais quoi, on va t'emmener à Londres et tu vas voir Harry Potter, l'expérience Harry Potter à Londres en guest, en VIP, et ça on l'a réalisé l'année dernière pour un enfant, donc c'était un peu le dernier rêve. J'ai une dernière question et ça va être un petit exercice pour vous. On se projette dans 10-15 ans, le jeu vidéo c'est quoi ? Ce sera quoi ? Le jeu vidéo, ce sera ce que c'est aujourd'hui avec 10 fois plus de pratiquants et sans doute plus d'articles qui taxeront le jeu vidéo, comme au début de votre reportage, qui assimileront la violence présente dans la société à un média en particulier. Ça, on l'a déjà vécu, le rock l'a vécu, le rap l'a vécu, le jeu vidéo aujourd'hui le vit. Et en fait, un jour, les gens comprendront qu'en fait, au cœur de leur famille, il y a 2 personnes sur 4 qui jouent aux jeux vidéo, et s'ils les regardent bien, ils ne sont pas plus violents que les 2 autres personnes qui sont sous le toit. Donc peut-être qu'on aura cessé ça dans 10 ans, d'accuser un média en particulier qui procure d'abord la banane, et d'abord du fun et des rires dans les maisons avant de rendre violent. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci Kipchi, merci Nicolas. C'est la fin de cette émission. Merci également à vous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur notre site internet 20minutes.fr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis pour ne rien rater de 20 minutes, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique, à la même heure, au même endroit. À la semaine prochaine.